Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Les titres de ce journal. Le vice-président de la République, Tiemoco Méliès Kone, est à Addis Abeba depuis ce jeudi dans le cadre de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il a échangé ce vendredi avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Nous irons dans la région du Gao où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de la production vivrière a lancé à Gagnoa le programme de production alimentaire d'urgence. D'un coût global d'environ 170 milliards de francs CFA, les producteurs de plusieurs denrées alimentaires recevront gratuitement des semences et de l'engrais de qualité. Nous ferons un tour au Sénégal où la population se dit satisfaite de la décision de la Cour constitutionnelle qui annule le décret signé par le président Macky Sall pour le report de l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Aquaba dans le 23h, Aquaba chez nous. Direction Addis Abeba où le vice-président de la République a échangé ce vendredi avec la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Une rencontre du représentant du chef de l'État tenue en marge des travaux du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le compte rendu de Mama Traoré. Mettre un terme à l'épidémie de sida d'ici 2030, c'est le combat que mène la Tanzanienne Winnie Byanyima sous sa casquette de secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Dans ce combat, la contribution de pays africains comme la Côte d'Ivoire est allouée. Winnie Byanyima l'a d'ailleurs souligné lors de l'entretien que lui a accordé à Addis Abeba le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. I thanked him and the government of Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion d'observer comment la Côte d'Ivoire ces dernières années a pu réduire de façon significative la prévalence du VIH qui est passée de 4,8 à 1,8% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts et à l'engagement politique. Et nous sommes très contents de voir aussi la contribution que la Côte d'Ivoire apporte à l'ONU-SIDA. Et j'ai demandé au vice-président de continuer les efforts d'engagement, de mobilisation de ressources domestiques dans la lutte contre le sida. J'ai eu également l'occasion de l'encourager à continuer la lutte, surtout en ce qui concerne le sida pédiatrique chez les enfants et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tiemoco Méliès Kone a également rencontré ce vendredi le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara. Toutes ces rencontres se tiennent en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Le vice-président de la République représente le président Alassane Ouattara. Un tour à Rabat, cette fois, la capitale du Maroc accueille depuis ce jeudi la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud. Ces assises vont se pencher sur le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine. Objectif, engager les parties prenantes dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, prend part à cette conférence. Les détails avec Herman Guivet. Ouverture ce jeudi à Rabat au Maroc des travaux de la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud. Kandia Camara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, conduit à cette importante rencontre une délégation du Sénat. Il s'agit pour les pays du Sud, de l'Afrique, du monde arabe, de l'Amérique latine, de se rencontrer afin d'échanger sur les problématiques de l'heure. C'est l'occasion pour ces pays-là de mutualiser les efforts, les connaissances, afin d'adresser efficacement ces questions. Organisé à l'initiative de la Chambre des conseillers en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, cette conférence se donne pour objectif de réfléchir sur le rôle des parlements nationaux et des unions parlementaires régionales et continentales en Afrique, dans le monde arabe et en Amérique latine, dans la promotion des partenariats stratégiques et la réalisation de l'intégration et du développement commun. La Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc entretiennent d'excellentes relations, notamment
dans les domaines politiques, économiques, diplomatiques et parlementaires. Ainsi, en matière de décentralisation, quelques collectivités territoriales de la Côte d'Ivoire ont pu bénéficier de ressources financières provenant du Fonds d'appui à la coopération décentralisée internationale, FACDI, institué par le Royaume du Maroc. À notre sens, ce type de coopération sud-sud, axée sur le développement local, devrait faire l'objet de consolidation. Le Sénat de Côte d'Ivoire accorde un intérêt tout particulier aux initiatives telles que la présente conférence, au cours de laquelle les thématiques portant sur les défis et enjeux actuels feront l'objet de communication et d'échanges. Pour sa part, le Sénat de la République de Côte d'Ivoire s'engage à participer de façon active aux réflexions sur ces sujets à l'occasion de la présente rencontre. Au cours de cette conférence, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les échanges porteront autour de deux autres thématiques, la réalisation de la transformation économique, l'intégration régionale et le développement commun. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a été également reçue en audience par Enam Mayara, président de la Chambre des conseillers du Maroc, par ailleurs président de l'Association des Sénats, Choura, et conseiller équivalent d'Afrique et du monde arabe. Un programme alimentaire d'urgence pour développer la production vivrière. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière est à la manœuvre. Kobena Kwasi Adjoumani procède au lancement du programme de production alimentaire d'urgence à Gagnoa, dans la région du Go. Les producteurs de riz, de maïs et de manioc recevront gratuitement à travers ce programme des semences et de l'engrais de qualité. Objectif, contribuer efficacement à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. Gagnoa et la région du Go servent de cadre pour le lancement du programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI. Ce programme va permettre l'emblavue de 246 870 hectares de riz, maïs et manioc. Ce projet est rendu possible grâce à un financement de la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 99 170 millions de francs CFA. Il est à noter également le soutien du gouvernement japonais avec un appui de 70 milliards de francs CFA. C'est une joie pour nous les agriculteurs de recevoir ce cadeau pour pouvoir booster notre production pour aller à l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République avait déjà prévu et aujourd'hui, il vient de concrétiser. Gagnoa et le Go se réjouissent de ce soutien qui change tout. Merci à son Excellence Alassane Ouattara pour sa gestion du pays. Merci de permettre à nos paysans d'avoir des intrants et des semences. Mais faire ce lancement à Gagnoa, c'est donner la lourde tâche à Gagnoa de réussir ce programme. Il y a de cela bien longtemps, Gagnoa était le grenier du riz en Côte d'Ivoire. Et ce jour, Monsieur le ministre d'État, nous pouvons vous faire cette promesse du haut de cette tribune qu'avec ces intrants et ce programme, Gagnoa répondra son rang de leadership dans la culture du riz. La mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence est l'affaire du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière. Le président de la République a toujours demandé au peuple ivoirien de lui faire confiance. Le développement de la Côte d'Ivoire est en marche. Rien n'empêchera l'élan amorcé. Le président attend de vous d'être surtout des riziculteurs modernes et professionnels. C'est avec vous que nous allons atteindre notre souveraineté alimentaire et permettre au panier de la ménagère d'être bien fourni. Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont visité à Gagnoa le domaine Arnaud, qui contribue à la production vivrière en Côte d'Ivoire. Le 2 PAUCI concerne toutes les régions de Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Sakassou, dans la région de Gbeke.
Par l'environnement à présent, Jacques Assaori Conan était récemment au Sénégal. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique y séjournait dans le cadre d'une conférence portant sur le rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique. Plusieurs personnalités y ont pris part, gouverneurs de banques centrales, ministres en charge des finances et de l'environnement entre autres. Les travaux étaient axés sur la stabilité financière et la politique monétaire générale. Un autre sujet à présent, le processus d'auto-évaluation de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire et du guichet unique du commerce extérieur lancé ce vendredi. Pendant 2 mois, des acteurs de l'écosystème du commerce extérieur sont invités à participer à ces ateliers pour améliorer ces 2 outils du commerce extérieur. Les explications de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire veut se donner les moyens de tirer le maximum de profit de son commerce extérieur, tout en améliorant la qualité des produits importés. Les acteurs de l'écosystème du commerce extérieur sont invités à participer au processus d'auto-évaluation de 2 instruments importants du commerce extérieur ivoirien, à savoir le programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire, VOC, et le guichet unique du commerce extérieur, GICE. Nous nous basons sur les exigences essentielles des normes du pays ou des normes internationales, donc des normes ISO, pour mener à bien ce travail et garantir que les marchandises qui arrivent en Côte d'Ivoire sont supportées par une norme de qualité qui permette d'assurer la sécurité et la protection de la population. En le faisant, nous ambitionnons de maîtriser le coût de passage. Si nous interconnectons tous les circuits, à ce moment-là, nous pouvons dire au gouvernement, voilà les coûts dont il faut se défaire, qui ne répondent plus à des prestations, parce que nous les intégrons dans nos systèmes. Après avoir utilisé le VOC et le GICE pendant plusieurs mois, les avis, observations et suggestions des acteurs du commerce extérieur permettront d'améliorer ces 2 instruments. Pour nous, c'est véritablement important qu'on puisse avoir le retour de tous les acteurs pour voir comment améliorer et comment avoir une Côte d'Ivoire qui continue à être gagnante concernant les échanges avec l'international. On est un pays ouvert, on veut continuer à rester ouvert. Le processus d'auto-évaluation du programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises embarquées à destination de la Côte d'Ivoire et le guichet unique du commerce extérieur va durer 2 mois. Un tour dans le Poro. Fidel Sarasoro, président du conseil régional, a procédé au lancement de 78 chantiers de développement au titre de l'année 2024. Ce lancement s'est déroulé à la place Alassane Ouattara de Sinématiali. Ces projets sont évalués à plus de 2 milliards de francs CFA. Ils ciblent essentiellement les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau potable, sans oublier le social. Ami Sissoko. Sinématiali. Coup de pelle solennel du président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, pour lancer officiellement les travaux de 78 projets socio-économiques de base répondant aux besoins prioritaires des populations. À ses côtés, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, élu et chef traditionnel du Poro. Ces projets évalués à plus de 2 milliards de francs CFA ciblent essentiellement les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau potable. Dans le domaine de l'éducation, nous avons identifié des besoins cruciaux auxquels nous voulons apporter des éléments de réponse avec la construction de 7 collèges modernes de base 2. Par ailleurs, nous lançons la construction de 47 salles de classe supplémentaires. Le président du conseil régional du Poro compte aussi renforcer la contribution du conseil régional dans les secteurs sociaux. Avec la construction de plus de 100 forages, 5 châteaux d'eau, plusieurs centres de santé, ainsi que des habitations pour les fonctionnaires, notamment les instituteurs et les agents de la santé. Ouvrir la région du Poro au monde extérieur à travers des jumelages avec des régions européennes et canadiennes fait aussi partie des projets du Conseil. Sans oublier de tirer profit du tourisme et promouvoir la chaîne de valeur dans les secteurs de la mangue, du karité et du miel. Des actions qui réjouissent la population. Il y aura de l'eau potable partout. Et les écoles, les collèges
tout ça là dans le département. On le remercie beaucoup et de remercier le président de la République pour tout ça là. On a parlé d'une ouverture d'usine de mangue. Or ici, c'est l'activité principale de Sinematiali. Voulant créer cette usine, ça fait de l'engouement pour les femmes. Les femmes seront très heureuses, vraiment très heureuses. Nous les maires aussi, en tout cas, c'est comme s'ils sont en train d'alléger un peu nos tâches aussi. Voilà, un collège qui se construit à Oleoka, dans la commune de Karakoro. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de faire un peu le travail aussi du maire. Voilà, donc ça nous aide aussi. Les entreprises en charge des travaux ont 24 mois pour exécuter ce projet dans les 4 départements du Poro, Korogo, Sinematiali, Dikodougou et Mbengue. Retour à Abidjan, dans la commune de Cocody, où s'est tenue ce jeudi 15 février la rentrée académique 2024 du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Cette reprise placée sous le sceau de l'innovation et de l'excellence a vu la participation de professionnels des secteurs publics et privés, mais aussi de plusieurs auditeurs venus des pays africains pour renforcer leurs capacités. Jean-Marc Djadji. Plus de 100 directeurs généraux et chefs d'entreprise mobilisés à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Nous sommes à la rentrée solennelle du CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Thème retenu pour cette journée, formation, recherche et transformation structurelle des économies des pays africains, quel modèle? Cette année, l'objectif est clair. Il faut renforcer les capacités des managers afin d'influer positivement sur le développement des économies africaines, selon l'instance dirigeante du CAMPC. Le CAMPC a rempli et continue de remplir sa mission, contribuant ainsi à doter les entreprises et les organisations nationales et internationales, publiques ou privées, de ressources humaines de qualité, bien imprégnées des théories, mais surtout des méthodes et outils du management moderne. Une célébration au cours de laquelle le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue l'engagement de l'Institut à contribuer à la croissance économique à travers ses programmes de formation. Le CAMPC a repris sa place dans les dispositifs de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique, bien sûr, par de nombreuses initiatives visant à élargir l'offre de formation de ce prestigieux centre qui fait la promotion des cadres africains. Je vous encourage donc, Monsieur le Directeur général, à poursuivre inlassablement vos efforts pour traduire dans les faits la maturité et l'excellence. Créé en 1970 sous l'inspiration des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation commune africaine et malgache, le CAMPC forme les cadres du domaine public et privé. À ce jour, ce sont plus de 45 000 professionnels qui ont bénéficié des programmes de formation en Côte d'Ivoire et en Afrique. Quelles sont les avancées en matière de lutte anti-tuberculose? La question était au centre de la conférence animée ce jeudi 15 février par des scientifiques de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo et Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Objectif de cette rencontre, présenter les modes de prévention et le processus de traitement de cette maladie infectieuse aux apprenants et aux praticiens. C'est Fraziki. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 21 000 cas de tuberculose selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Un problème de santé publique que les spécialistes de la question abordent au cours d'une conférence. En Côte d'Ivoire, la tuberculose est prise en charge totalement. Le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. Il y a des centres spécialisés. Deuxième cause de mortalité dans le monde derrière la Covid-19, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par des bactéries. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne d'un individu qui est malade, qui a une tuberculose pulmonaire, vers un autre individu qui n'est pas encore malade. Lorsque cet individu malade-là va tousser, va éternuer ou va parler, et donc il va rejeter, il va libérer ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge, des gouttelettes de crachat, qui sont chargées en bacilles tuberculeux, et donc il va projeter à la face de l'autre individu. Des années en arrière, le traitement de la tuberculose allait jusqu'à 18 mois. Aujourd'hui, avec la révolution scientifique, de nouveaux traitements sont mis au point par l'OMS. Depuis quelques années, ces dernières années, l'OMS recommande, en plus des régimes standards, 2 autres nouveaux régimes qui sont plus courts, qui vont faciliter l'adhésion du patient au traitement et donc ils vont améliorer les taux de succès thérapeutique. Présent à ce partage d'informations, certains étudiants en ressortent édifiés. Comme on peut le dire, l'ignorance
tue plus que le sida. Bon, moi j'ai retenu vraiment que aujourd'hui il y a de l'espoir. La tuberculose se manifeste par une fièvre peu élevée qui survient les soirs, une toux de plus de 2 semaines, une transpiration excessive, l'amaigrissement, la perte de l'appétit et l'absence de règles chez la jeune femme. L'actualité sportive en Côte d'Ivoire demeure la victoire des éléphants lors de cette CAN 2023. Le RHDP, le parti présidentiel, dresse le bilan de la CAN 2023, bilan jugé très satisfaisant par les hauts responsables du Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie. Une rencontre s'est tenue ce jeudi au siège du parti sous la direction de son président Gilbert Kafana. Connaît le point avec Sidonie Davila. 52 matchs diffusés sur les antennes du groupe RTI, des magazines, des plateaux télé et radio, des reportages pour les journaux télévisés. La radio-télévision diffuseur haute a également retransmis la tournée des éléphants après le sacre, de même que leur décoration au palais présidentiel. Les images de la CAN diffusées dans 173 pays étaient captées par les équipes de la RTI. De quoi rendre fier son premier responsable, le directeur général Fosseni Dambélé, qui félicite son personnel lors de cette cérémonie d'hommage. La CAN est un moment historique, donc ça a été un honneur pour nous de servir, on va dire, les Ivoiriens partout, on était au charbon. Les félicitations du DG nous vont droit au cœur. C'est une reconnaissance au travail fait par les équipes. Et nous pouvons dire que merci à Dieu. Je voudrais remercier d'abord le directeur général parce que quand il a lancé la sonné le glas pour dire qu'il faut que vous soyez mobilisés pour la réussite de la CAN, je pense qu'on était tous interpellés et il fallait s'y mettre, il fallait donner vraiment le meilleur de soi et c'est ce qui s'est passé. 26 consultants sportifs ayant apporté leur contribution au public, de même que 30 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite ont été honorés. Chacun des consultants a apporté à son humble niveau le meilleur de lui-même afin de donner un cachet particulier sur les antennes de la RTI. La retraite, c'est la fin de la vie professionnelle. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est maintenant qu'une autre vie commence pour nous. Et nous ne devons pas rechigner à aller à la retraite parce que ce serait une punition. Non, soyons heureux, réjouissons-nous. Auteur du fameux slogan « La CAN, c'est chez nous », adopté par tous, la RTI a su être à la hauteur de l'enjeu continental. Comme un seul homme, l'ensemble des agents s'est mobilisé, appuyé par un conseil d'administration soudé autour de son président, appuyé par Monsieur le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, appuyé par le ministre du patrimoine de l'État, tutelle économique de la RTI, appuyé par les plus hautes autorités. Je veux parler de Monsieur le Premier ministre et au-dessus, son Excellence Alassane Ouattara. Eh bien, nous avons parcouru ce chemin. Et aujourd'hui, je pense, chers amis, chers collègues, pour emprunter ce mot aux Ivoiriens, en toute humilité, nous avons assuré. Nous avons pu jouer notre rôle et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être un des acteurs clés de cette réussite nationale qu'a voulu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La CAN sur la RTI, c'est une audience cumulée de plus de 15 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes sur l'ensemble de ces canaux. C'était plutôt la rencontre des agents de la RTI avec le directeur général Fosseni Dambélé dans le cadre du bilan CAN, bilan jugé satisfaisant. Nous le disions, le RHDP, le parti présidentiel, dresse le bilan de la CAN 2023, bilan jugé aussi très satisfaisant par les hauts responsables du Rassemblement oufouettiste pour la paix et la démocratie. Une rencontre s'est tenue ce jeudi au siège du parti sous la direction de son président Gilbert Kafana. Connaît le point avec Sidonie Davila.
C'est sa première rencontre après la victoire des éléphants. Le directoire du RHDP s'est réuni en séance de travail avec pour point unique à l'ordre du jour la brillante performance des éléphants qui ont remporté le 3e titre continental. Au cours de cette rencontre, le directoire du RHDP a dressé un bilan positif de la CAN 2023, soulignant l'impact positif de la compétition. Le directoire note que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire est, de l'avis des spécialistes et observateurs, une compétition de classe mondiale, assurément la plus belle CAN jamais organisée. La CAN de l'hospitalité est une réussite totale à tout point de vue, au plan sportif, au plan économique, au plan des moyens mis en œuvre par le gouvernement, de l'organisation, de la qualité des infrastructures, de la grande audience reçue à travers le monde et l'accueil des délégations étrangères. La promesse faite aux instances africaines de football par le chef de l'État a été tenue. Les membres du directoire ont également relevé les acquis de la CAN 2023. Cette CAN a notamment consacré le bond prodigieux réalisé par notre pays en termes d'infrastructures et de services sociaux de base. Le directoire note que la mobilisation extraordinaire du peuple ivoirien, qui a répondu à l'appel lancé par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, pour faire de cette compétition un moment de communion, de grande réjouissance et une opportunité pour la célébration de la fraternité africaine et l'ouverture de notre pays sur le monde a été effective. Le directoire note enfin que la compétition a été une occasion pour appréhender le génie ivoirien dans toutes ses dimensions et pour éprouver la maturité de nos institutions. En reconnaissance de ces succès, le directoire a dressé une mention spéciale au président de la République pour saluer son leadership. Tous les acteurs qui ont contribué à cette victoire ont également été félicités. À l'issue des échanges, le directoire a adressé ses admirations et ses vives félicitations, ainsi que son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti pour son leadership gagnant, et son implication effective dans la réussite de cet événement. Cette victoire éclatante des éléphants est le symbole d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire, d'une nation soudée qui gagne ensemble. Le directoire adhère et soutient le gouvernement dans ses initiatives en cours de mise en œuvre pour consolider les acquis de la CAN et ainsi pérenniser la vision du chef de l'État. Dirigé par son président Gilbert Kafana Koné, le directoire du RHDP tenait sa 23e séance de travail. Les éléphants footballeurs sont champions d'Afrique depuis le 11 février. Parmi les artisans de la victoire, 2 joueurs issus de Yopougon figurent dans l'effectif du 11 national, Franck Kessié et Oumar Diakité. Ils viennent d'être célébrés et faits citoyens d'honneur de la commune de Yopougon par le maire Adama Bictogo. Walter Amadou Ouattara, Célestin Frodo. Le retour des enfants prodiges au quartier, c'est ce qui nous est donné de constater ici. Franck Kessié, surnommé la panthère de Zibizekou, et Oumar Diakité, appelé affectueusement le Rourou, un enfant connu de tous à Ouassakara. Ils sont reçus dans la ferveur populaire à la mairie de Yopougon, avec la contribution des artistes Obams, de Bordeaux Likumfa, Frankie DiCaprio. Les 2 nouveaux champions d'Afrique de football sont reconnaissants envers le maire de Yopougon et des résidents de cette commune. Nous sommes contents de fêter avec vous. Cette groupe, c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour toute la ville d'Abidjan, c'est pour toutes les différentes villes et en particulier, c'est pour Yopougon. On est ensemble. On a traversé des moments difficiles, mais grâce à votre soutien, grâce au soutien de toute la Côte d'Ivoire, on s'est en sorti, on a remporté ce trophée-là. C'est aussi votre victoire. Merci à toute la population de Ouassakara. Merci à toute la population de Yopougon. Vainqueurs de la CAN 2023, Franck Kessié et Oumar Diakité sont faits citoyens d'honneur de la commune de Yopougon par le maire Adama Bictogo. On est fiers de les avoir comme fils de Yopougon
La Côte d'Ivoire entière est fière, mais ce que nous voulons retenir, c'est que les éléphants, nos enfants ont montré, et je vous le répète ici tous les jours, ils n'ont pas regardé si Kessé s'est bêté, si Diakité s'est Odjeneka, ils ont regardé la Côte d'Ivoire. C'est le 11 février 2024 que les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté leur 3e étoile de Coupe d'Afrique des Nations de football face aux Super Eagles du Nigeria. La fête continue dans les quartiers, surtout dans les familles respectives des nouveaux champions d'Afrique. Les pensionnaires du village SOS d'Abobo ont eux aussi vécu intensément cette CAN à travers plusieurs activités. Ils ont aussi prié pour la victoire finale des éléphants. Sensible à l'engouement de ces enfants autour de l'équipe nationale, connaît l'Argaton, opérateur économique, a fait un don en vivres au village SOS. Le compte rendu de Michel Digri. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la ferveur qui s'est emparée de tout le pays durant le mois de Cannes. On avait notre manière de nous mobiliser ici, par le sport, par des images, des photos d'encouragement, donner des pronostics. On se retrouve après chaque victoire, vraiment c'est la fête. Après le sacre des éléphants, des âmes généreuses veulent aussi donner du sourire à ces enfants pour dire merci à Dieu à travers des dons en vivres. Dieu est fidèle. Alors quand il fait un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Je suis venu honorer mon vœu pour dire merci à Dieu et dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est donné à fond pour le succès de cette CAN jusqu'à la victoire. Suite à la victoire finale, les Ivoiriens dans leur ensemble entendent témoigner leur reconnaissance à Dieu en multipliant les actes de générosité et de partage. La ville de Bouaké est toujours dans la ferveur de la 3e étoile des éléphants acquise brillamment le 11 février. Les supporters de la capitale du Bouaké continuent toujours la célébration de cette victoire à domicile, en famille ou entre amis, dans les maquis, bars et autres lieux de rassemblement. Le reportage de Laure Goriti est commenté par Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, avec ses éléphants footballeurs, venait de décrocher la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. L'atmosphère incandescente n'est toujours pas retombée, même quelques jours après le sacre. Dans les familles, les repas sont partagés avec les amis à l'honneur de la victoire des éléphants. Une victoire qui resserre les liens d'unité et de cohésion. Aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie. Dieu a permis qu'aujourd'hui, le pays soit dans l'honneur. Donc, j'ai profité, concocté un bon repas pour ma famille et mon époux. Et tous ceux qui vont venir nous rendre visite. C'est la victoire et il faut la célébrer en groupe, en famille. Tout le monde est heureux, tout le monde est en orange parce qu'aujourd'hui c'est la marée orange. Merci au président Ouattara. Le message que je voudrais lancer aux Bouakéens et aux Bouakéennes, c'est de fêter dans la discipline. Comme la famille d'Akuyo ici, chez les Diané, l'on se souvient encore du 11 février tout en remerciant le chef de l'État pour son soutien inébranlable et indéfectible aux éléphants. Nous étions ici avec beaucoup de stress, avec beaucoup de passion, beaucoup de prières pour que nos éléphants puissent gagner. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Quand on a pris le premier but, il y a eu beaucoup de découragement. Il y en a même qui sont allés se coucher, suivez mon regard. Et puis après... par la grâce de Dieu, on a pu égaliser. C'était la joie totale ici. C'était la joie totale. Et puis quand on a marqué le deuxième but, c'était indescriptible. Depuis la victoire, les maquis et bars ne désemplissent pas. Les casiers de bière locales se vident tous les soirs. Nous, on n'est pas encore rentrés à la maison à cause de la victoire. Si tu dois à 4 heures, tu te réveilles à 5 heures, tu n'as pas dormi, tu as juste un petit temps de repos. Voilà, on n'a pas dormi, on s'est juste reposé un peu, puis on est revenu encore pour la fête. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Cette équipe nous a rendus fiers. Il faut remercier aussi l'entraîneur Fayet. Les éléphants sont champions pour la 3e fois. Le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété le 12 février dernier jour férié chômé et payé pour célébrer le sacre. Les joueurs, eux, au lendemain de ce jour férié, ont été reçus et honorés par la République. Le dossier CAN se referme avec cette célébration de la victoire des éléphants à Séguéla. Notre reporter Astou Touré nous fait revivre cette belle ambiance.
Dimanche 11 février 2024, la Côte d'Ivoire joue la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria. Avant le début du match, l'imam de la grande mosquée de Kani adresse des prières à Allah. Kani s'est mobilisé comme un seul homme à travers des bénédictions qui ont été faites dans l'ancienne mosquée de Kani, avec tous les imams et tous les hommes de Dieu. 20h, début de la rencontre, à la place Madembe de Séguéla, précisément au village Akwabakan, que les Super Eagles du Nigeria inscrivent le premier but. On reste quand même optimiste. Je crois toujours que la Côte d'Ivoire va gagner 2-1. Je crois à ça. On a espoir, hein? Découragement n'est pas ivoirien. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'on va prendre la coupe là. Même pas. Contre toute attente à la deuxième période, les éléphants surprennent la défense du Nigeria et inscrivent le but de l'égalisation. C'est l'effervescence, l'espoir renaît à Séguéla. Quelques minutes plus tard, le but de la victoire inscrit par Sébastien Tedi à l'heure, et c'est la folie à la place Madembe de Séguéla et dans toute la ville. La Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Cette rencontre met fin à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, qui vient de loin dans cette compétition, remporte ainsi le trophée tant convoité et peut inscrire sa 3e étoile. Nous vous le disions en titre, au Sénégal, les populations se disent satisfaites de la décision du Conseil constitutionnel annulant le décret signé par le président Macky Sall pour le report au 15 décembre de l'élection présidentielle. Pour de nombreux Sénégalais, cette décision dénote d'une certaine équité, d'une certaine justice. Pour eux, le Conseil constitutionnel a joué pleinement son rôle, soulignant tout de même que, compte tenu des retards, le Conseil constate l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date du 25 février et invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie. Prochain rendez-vous de l'info demain 6h30 avec Léon Brou. À très bientôt. C'est quoi? Il vous sent pas?